10. En pensant la pensée, chaque fois que le mouvement instantané du courant de vie incorporelle s'allume et se désanime, il s'arrête d'être l'abstraction dont la conscience individuelle limitée a besoin pour être ce qu'elle est. C'est la condition dans laquelle le moi à moitié endormi doit prendre pour sa propre action ce qui est placé devant lui par la nature, puisque c'est la base de la conscience de veille. L'homme rêve d'agir et ne se rend pas compte qu'il donne le consentement de sa conscience relative à ce qui agit à travers lui. Il s'agit d'un mouvement à demi éteint du moi qui tend cependant à son pur rallumage, il engage la conscience jusqu'à ce que, par la contradiction qui est latente dans le fait qu'il est la forme du non-être, il décide de se faire la forme de son propre être. Dans la pensée pensante, il y a l'étincelle qui s'éteint continuellement et qui se rallume continuellement. La pensée abstraite, c'est-à-dire la pensée ordinaire, n'est pas la pensée dans laquelle le moi peut penser, mais celle qui conditionne le moi selon la réflexivité médiatisée par la nature corporelle. Le moi ne pense pas la pensée, mais l'âme liée au corps la pense. Celle-ci se veut à travers l'âme, par le fait qu'elle peut devenir pensée, inversant ainsi le sens radical de la vie de l'homme. C'est l'inévitable passivité de la pensée qui est normalement pensée dans la mesure où elle est coupée du courant de vie incorporelle d'où elle naît, et qui contredit donc sa propre nature spirituelle. Expérimenter la pensée dans sa naissance n'est pas une opération dialectique, c'est expérimenter volontairement l'acte de penser, insérer la volonté dans la pensée réfléchie, de sorte qu'elle parvienne à se réanimer avec la force inhérente dont elle est née et dont elle est le reflet, raison pour laquelle elle n'est plus réfléchie, mais irradie l'être à partir de son propre reflet, ce qui lui permet de s'épanouir. L'essence. On l'accueille là où elle surgit, parce que dans son origine elle est vraie, et qu'immédiatement après elle ne l'est plus. Aussitôt après, c'est l'abstraction qui habille le monde d'une concrétude provisoire, le monde que l'on ne possède pas, parce que l'on croit réel la scène qui se déroule devant soi, et l'objet qui est de lui-même, tel qu'il apparaît sous son habillage abstrait. Alors que son apparition est déjà le résultat d'une action intérieure inséparable de la perception. La vérité de la science est réelle, mais elle ne sait rien de la pensée qui la remplit de réalité. Elle ne va donc pas plus loin que l'apparence. C'est le monde qui échappe d'autant plus que l'on croit aimer ou souffrir, ou désirer ou haïr, parce que c'est dans les états de sentiment et dans les instincts que l'abstraction du monde, c'est-à-dire son irréalité, est devenue une puissance intérieure, une soif de vie reflétée mentalement et pensée, c'est-à-dire assumée dans son inversion. C'est pourquoi on croit aimer ce qui est l'image de la perte continuelle d'une capacité secrète d'aimer, et on déteste ce qui ne correspond pas à l'élément de désir de cet amour illusoire.